Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Chailloux, je suis professeure à l'ISMER, à l'Institut des sciences de la mer à Rimouski, et je suis la directrice du réseau Québec maritime, qui est co-organisateur de cet atelier pour aujourd'hui. La mission du RQM, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est de propulser le savoir maritime au bénéfice des écosystèmes et des communautés, tout en essayant, en facilitant les collaborations intersectorielles et en soutenant la formation de la relève de la recherche québécoise. En fait, notre but, c'est vraiment de mobiliser, fédérer et d'animer les forces vives en recherche et en innovation qui ont attrait au milieu maritime au Québec. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous recevoir pour cet atelier. On voit qu'il y a beaucoup vraiment d'énergie là qui est mis il y a quelque chose qui se réveille au Québec, c'est que la recherche s'ouvre au milieu municipal. Les gens le faisaient de façon un peu autonome, je dirais, ou sans vraiment savoir. Puis là, on a une structure qui s'est mise en place, aidée par les FRQ. Donc aujourd'hui, on va essayer de démystifier comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble la recherche et le milieu municipal via les MRC ou les mairies. On a décidé ou on sait le risque, nos amis du risque, nos collègues du risque ont plus l'habitude finalement dans leur communauté de travailler directement avec les communautés puis les municipalités. Et nous, au RQM, en fin de compte, on avait l'envie de présenter à notre réseau, à nos chercheurs, à nos collaborateurs et à nos partenaires, une façon de faire qui est, selon nous, très innovante et qui répond directement à des besoins actuels de notre société. Donc, je vais inviter Philippe, qui est co-organisateur, directeur du risque, à se présenter puis à faire un petit mot de bienvenue aussi. Merci Gwenaëlle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe Gachon, donc directeur général du RIS, Réseau Innovation Intersectorielle du Québec, qui est également soutenu, merci Rémi d'être là avec nous, par le FRQ. Quelques mots sur l'introduction, tu as tout dit Gwenaëlle, j'espère d'abord que tout le monde va bien. Désolé du problème technique, j'avais un problème pour me connecter. Tout va bien, je suis avec vous. Donc le réseau risque, notre mission évidemment, c'est un réseau intersectoriel. Et comme tu viens de le mentionner, Gwenaëlle, on est beaucoup à travailler, plusieurs d'entre nous aussi, avec le monde municipal en particulier, à des échelles locales. Les inondations, évidemment, euh, influencent évidemment beaucoup les populations, les infrastructures, et la plupart des conséquences, de toute façon, sont à gérer au niveau local. Beaucoup aussi, on l'a mentionné, on va le mentionner certainement aujourd'hui, sont à développer au niveau municipal leur plan climat. Ça devient extrêmement important, même si on est en train de détourner notre attention, n'est-ce pas, pour certains. Les dossiers environnement, le climat, le changement climatique continuera à être là, même s'il y a d'autres préoccupations en ce moment, évidemment, à cause des conditions, on va dire, politiques dans certains pays du monde. Il ne reste pas moins qu'au cours des prochaines années, on va faire face à des défis majeurs. Donc, pour ça, il faut travailler ensemble, développer notre intelligence collective, et ça veut dire, évidemment, travailler beaucoup avec le monde municipal, être capable de mobiliser les connaissances. Ça fait partie d'un des mandats qu'on s'est d'ailleurs pas juste fixé au risque, mais dans la plupart des réseaux aujourd'hui travaillent évidemment à des échelles de plus en plus locales pour répondre aussi à des besoins de plus en plus importants à des échelles municipales, par exemple, pour l'échelle des municipalités régionales de comté. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Rémi. Encore une fois, merci d'être avec nous. C'est vraiment un plaisir d'être là. Merci Gwenaëlle pour toute l'organisation. Merci aussi Manel, Geneviève, toute l'équipe aussi du RQM et du RISC, et aussi nos collaborateurs et nos collègues de l'UQTR. Ça fait plaisir encore une fois d'être là. J'espère que tout va bien et on va arrêter d'avoir de la neige, je vous promets, au cours des prochains jours pour qu'on puisse être capable de déneiger celle qu'on a déjà. Voilà. Merci à tout le monde et au plaisir de se reparler, d'échanger avec vous. Je te laisse la parole, Rémi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, merci d'être avec nous.
Gaël, je ne connais pas énormément, mais très, très heureux de voir que tu as pris, savoir que tu as pris le leadership du RQM. On était très présent au tout début de cette nouvelle structure-là. On est peut-être un petit peu moins maintenant, mais quand même très important. Et je dois dire que j'ai reconnecté indirectement un peu avec ça là, à Cherbourg l'an dernier, l'automne dernier, avec le trio québécois. Là, en effet, je pense qu'on va peut-être démarrer un groupe là, avec Jean Lemire et Jérôme Duprat. Et là, on était tous les trois ensemble et ça faisait un trio d'enfer, là, les petits cow-boys fringants, peut-être qu'on pourrait s'appeler. Et les collègues français ont trouvé ça intéressant. Ils veulent nous voir maintenant à Nice plus tard cette année. Philippe, avec le réseau, a bien sûr énormément de travail depuis plusieurs années. On te voit, vous êtes très présent dans les médias aussi. Et ce que tu mentionnais là, par rapport au changement climatique, aux inondations, plus important que jamais. Et oui, on a peut-être tendance à se laisser distraire par ce qui se passe au sud présentement, mais il ne faut pas, là. Oui, on est relativement petit au Québec, au Canada, mais on a notre place et il faut vraiment continuer, plus important que jamais. Donc, si on peut aider de ce côté-là, n'hésitez pas, là. On veut travailler ensemble, travailler avec vous. Et moi, je suis très heureux. Peut-être pour moi, l'événement est déjà réussi. Juste le fait d'avoir le RQM avec le risque, c'est déjà pour nous très, très, très bien. On espère avoir davantage d'initiatives de ce type-là, très fédérateurs avec différentes structures qui ont été créées au cours des dernières années par le Fonds de recherche du Québec. Je pense que vous le savez tous, là, Fonds de recherche du Québec, on se bat beaucoup pour la recherche fondamentale, la recherche libre, la recherche non dirigée, et ça demeure notre cœur de métier. Donc, c'est très, très, très important, là, et vous êtes tous impliqués là-dedans. Donc, c'est à peu près 80 de nos budgets. Il y a un autre 20 qui est plus ciblé sur des grands défis de société. Et bien sûr, ce que vous allez discuter aujourd'hui, ça fait partie des grands défis de société, ce qui est en lien avec les changements climatiques, l'environnement, etc., etc. Et on se rend compte, ça a été mentionné par Gaël, ça a été mentionné par Philippe, euh, le conseil scientifique prend de plus en plus d'importance. Il y a différentes façons de le faire. C'est sûrement ce qui va être discuté aujourd'hui. Simon va faire une présentation un peu plus détaillée sur ce sujet-là. Mais moi, au cours des dernières années, ça fait longtemps que je suis en poste. Je suis le seigneur dans le monde, senior plutôt, dans le monde, peut-être le seigneur aussi, je ne sais pas, dans le monde du côté conseil scientifique. Mais souvent, c'est au niveau d'une nation, dans mon cas, au niveau d'une région. Et il y a aussi un certain type de conseil scientifique dans les grandes instances mondiales, comme les Nations Unies, l'OMS et autres. Mais de plus en plus, on se rend compte que vraiment au niveau des gouvernements de proximité, dans les villes, les petites régions, les villages, très, très, très important. Et à ce moment-là, et avec Simon, on en a parlé à plusieurs reprises, certains d'entre vous aussi, là, quand on fait du conseil scientifique au niveau d'une ville, d'une municipalité, ben, ce n'est pas le temps d'écrire une thèse de doctorat. Faut le maire ou la mairesse a les pieds dans l'eau, ben, il faut avoir quelque chose d'assez concret à proposer. Donc, on est très, très contents, nous, au niveau du fonds de recherche, qu'au cours des dernières années, ces initiatives-là se sont développées beaucoup au Québec. Et Simon va donner plus de détails dans quelques minutes. Et bien sûr, il y a un modèle là, que Simon va nous parler, puis il y en a d'autres aussi, là, de type de conseil aux villes. Mais je pense que plusieurs de nos dirigeants dans les villes, dans les municipalités, dans les villages ont pris conscience de l'importance de la science, de la recherche, et que ça pouvait leur être utile, ça pourrait faciliter leur travail. Bien sûr, on est des conseillers, c'est pas nous qui décident, mais on espère qu'en discutant avec nous, ils vont prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées. Donc, on est vu maintenant un peu partout, je dirais, certainement au Canada, mais plus que ça dans le monde,
comme étant leader au Québec en termes de développement du conseil scientifique au niveau des villes et municipalités. Donc ça, c'est très satisfaisant pour nous. Et encore une fois, si on peut aider, n'hésitez pas. Là, c'est sûr qu'on interagit assez fréquemment avec Philippe, bien sûr, avec Simon et avec Nicolas. Dans mon équipe à moi, il y a Julie, probablement, qui est en ligne aujourd'hui. Donc, Marie-Pierre aussi, probablement, sur le développement de scientifiques en résidence, un programme de scientifiques en résidence dans les villes, etc., etc. Donc, beaucoup d'activités et on veut faire encore plus et on veut démontrer le leadership du Québec au niveau canadien, mais aussi aux États-Unis et au Mexique, donc pour le volet Afrique, le volet Amérique du Sud du réseau que je dirige à l'international. Je dois dire, la semaine dernière, j'étais à Boston, l'American Association for the Advancement of Science, AAAS, et le message, j'ai rencontré des gens du gouvernement du Massachusetts et ils nous disent, là, si le fédéral s'en occupe pas, nous, on doit s'en occuper. Donc, vraiment au niveau des États, au niveau des villes, ils savent très bien que les changements climatiques, comme tu disais, Philippe, ça ne disparaîtra pas demain matin. Là. C'est pas parce qu'on l'ignore que ça va disparaître. Là. Faut vraiment prendre des moyens pour être capable de diminuer, de mitiger l'impact des changements climatiques et autres aussi. Il n'y a pas seulement ça, mais c'est sûr, c'est un sujet très, très important. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Simon. Super, merci beaucoup, Rémi. Euh, Merci aux organisateurs de nous donner la chance de parler davantage du conseil scientifique. Rémi nous a mis la table. Attendez un peu, je vais rapidement partager mon écran. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous les chercheurs des deux réseaux. Ici, j'ai des collègues conseillers scientifiques en chef municipaux dans l'audience. Bonjour, très, très chers amis. Euh, voilà, donc, Rémi nous a mis la table. Moi, je vais en parler un petit peu plus précisément de ce que c'est le conseil scientifique. On va commencer par le conseil scientifique de façon plus générale auprès des gouvernements. Ça aide vraiment à ce que les interventions des États, des gouvernements gagnent en pertinence, efficacité et légitimité quand c'est supporté par des connaissances scientifiques. C'est vraiment ça l'objectif, le but. Euh, Puis de ces temps-ci, c'est beaucoup en appui à l'adaptation au changement climatique, à la communication des défis climatiques, à l'atteinte des ODD, à plein de choses, puis aussi à la lutte contre la désinformation. On entend de plus en plus parler de conseils scientifiques dans le but de lutter contre la désinformation. Comme disait Rémi, c'est souvent associé aux grandes nations, aux États, aux gouvernements politiques, puis généralement les plus hautes instances de décision. Le Canada et le Québec ont fait bonne figure là-dedans. On a une conseillère scientifique en chef au Canada qui s'appelle Mona Nemer qui répond, oui, au premier ministre et à son cabinet, mais aussi au ministère de l'Industrie, Commerce et Innovation. Puis on a bien entendu notre scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui répond principalement au ministère de l'Énergie, de l'Innovation et de l'Énergie. Puis maintenant, Rémi l'a dit, il y a une mouvance, il y a une tendance à amener ça, à amener le conseil scientifique auprès des gouvernements de proximité, les villes, parce que les décideurs municipaux peuvent bénéficier des meilleures expertises publiques de leur province, région, pays. Puis n'oubliez pas, dans le cadre de leurs fonctions, puis surtout parce qu'ils sont au centre de l'action, les villes ont besoin plus que jamais d'accéder à des connaissances, des expertises scientifiques pour, oui, exercer un regard critique sur des pratiques des technologies, mais surtout être plus innovantes, plus résilientes. On parle beaucoup de données probantes de ces temps-ci, fait que le Conseil scientifique est là pour aider, analyser, utiliser, partager les données que les villes produisent et collectent. Bien entendu, il y a beaucoup de crises, fait que le Conseil scientifique est là en soutien à la prise de décision lors de crises. Puis le meilleur exemple, on en parle, je pense que le conseil scientifique, si on en entend de plus en plus parler, spécialement auprès des villes, c'est à cause des changements climatiques et le besoin des villes de s'y adapter. Fait qu'il faut, les villes ont clairement un besoin de soutien scientifique pour la mise en œuvre de leur plan d'adaptation, pour des plans d'action stratégique, pour communiquer le défi climatique. Je le dis souvent, c'est communiquer le défi climatique, je pense que c'est vraiment important. Puis pour contrer la désinformation. Les villes, spécialement les petites et moyennes villes, n'ont pas toujours les moyens d'investir dans des projets, des veilles, des laboratoires vivants, des missions internationales pour aller s'enrichir de connaissances scientifiques. Or, les scientifiques rémunérés par les fonds publics peuvent, dans ce contexte, contribuer à la vie municipale par leur expertise et les différentes ressources auxquelles elles ou ils ont accès. Et leurs réseaux, ils sont souvent très bien réseautés. Et ça, de manière neutre et sans considérer leur propre intérêt.
Donc, c'est ça. Fait qu'on a Rémi qui en parle beaucoup, qui, lui, avec toute son expérience de conseil scientifique auprès du gouvernement, réalise que les villes sont au cœur de l'action puis que les villes devraient en bénéficier, et qui en parle beaucoup. Il participe à plusieurs sommets puis il met ça beaucoup de l'avant. Merci Rémi, c'est très bien. Puis, moi, j'ai eu la chance de côtoyer Rémi à différentes occasions. Puis on parlait souvent de l'importance des villes au cœur de l'écosystème recherche et d'innovation, au cœur des prises de décision, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, Rémi, moi, ça fait longtemps que je fais du conseil scientifique auprès de la ville de Victoriaville. Qu'est-ce que tu dirais si on pouvait, si j'étais nommé officiellement un conseiller scientifique en chef, parce que la ville de Victo, on en parlait aussi. Puis ça, on ferait ça plus dans le but que d'autres villes emboîtent le pas. Fait que, en janvier 2023, on a officialisé mon statut de conseiller scientifique à la ville de Victo, puis on a appelé ça conseiller scientifique en chef, dans l'espoir que d'autres villes fassent la même chose. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. On est rendu de maintenant, depuis janvier 2025, à 9 municipalités qui ont emboîté le pas. Bon, Victoriaville, on a parti le bal. Après ça, Longueuil a suivi. Puis ce qui est intéressant dans toutes ces nominations-là, c'est presque tous des formats différents. Chaque ville voit ça différemment. Chaque chercheur, il y a des chercheurs qui voient ça aussi différemment, universités aussi. Bref, vraiment, ça donne des modèles assez intéressants dans chacun des cas. À Victoriaville, moi, je suis comme un conseiller scientifique en chef externe. Fait que je suis un professeur universitaire qui donne une partie de ses services collectivité aux villes. C'est un peu ça mon concept. À Longueuil, c'est une conseillère scientifique en chef embauchée par la ville. C'est vraiment différent. Elle a vraiment des mandats. Il faut qu'elle remplisse elle a des dossiers à livrer. Euh, Ensuite, Gatineau, eux autres, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont enchaîné avec un comité scientifique, un conseil scientifique constitué de 5 chercheurs de l'Université du Québec en Outaouais. Des chercheurs qui étaient connus de la ville, qui avaient déjà un climat de confiance bien établi entre la ville et ces chercheurs-là. C'est des affaires intéressantes. Soulignons Sorel-Tracy, la ville de Sorel-Tracy qui a fait appel à une chercheuse d'un CCTT, donc une chercheuse collégiale. C'est la directrice du Centre collégial de transfert de technologie en écologie industrielle, Mme Claude Maheu. Euh, donc, c'est pas juste des professeurs universitaires, c'est pas juste, entre guillemets, des universitaires qui peuvent occuper un statut comme ça, avoir un statut de ce genre. Ensuite, Salaberry de Valleyfield s'est démarqué dernièrement, ce mois-ci, dans le mois dernier, en s'alliant à un nouveau centre de recherche de l'Université du Québec à Ottawa, dans le but que ce centre de recherche-là procure du conseil scientifique. Fait que c'est un concept intéressant qui n'avait pas encore été proposé à ce jour. Puis Sainte-Marthe, c'est le fun, c'est un tout petit village de 1000 habitants, mais ça fait longtemps qu'ils sont le terrain de jeu de plusieurs chercheurs de l'ETS, parce que les autres ils ont eu des problèmes d'inondation, ils ont eu plein de problèmes. Fait qu'ils se sont dit que pourquoi pas se lancer dans le conseil scientifique. Les autres, ce qu'ils ont fait, ce qui est intéressant, ils se sont fait un conseil scientifique puis un comité de la recherche pour vraiment distinguer les deux. Puis ça va être important. On va beaucoup insister là-dessus au courant de la présentation. Puis gardez à l'esprit que généralement, comment ça fonctionne, c'est les municipalités et les organisations municipales qui nomment les conseillers, conseillers scientifiques ou les comités ou les conseils, là, en général par la voie d'une résolution adoptée en conseil municipal. Donc, c'est important que tous les élus sachent qu'il y a des conseillers ou conseillers scientifiques dans leur ville. Bon, nos rôles de façon plus générale? Moi, je vais revenir tout à l'heure à mes rôles de façon plus spécifique comme conseiller scientifique en chef à la Ville de Victo. Mais là, de façon générale, c'est vraiment un soutien à la prise de précision par la voie d'avis neutre et désintéressée. Vous devinez, c'est basé sur les meilleures données scientifiques disponibles. Quand on vous parle de conseillers scientifiques en chef municipaux, c'est qu'on parle vraiment d'une proximité avec les décideurs municipaux. C'est très important, OK? On est proche des décideurs municipaux du plus haut niveau décisionnel, de préférence la mairie, la direction générale de la ville, puis les directions de service. Puis c'est pas parce que moi, on est expert en quelque chose, nous, le chercheur, que c'est juste là-dessus qu'on prodige des conseils scientifiques. Il faut vraiment, c'est des conseils, le conseil scientifique, ça couvre tous les domaines. Bref, un conseiller scientifique ou une conseillère scientifique en chef doit mobiliser son réseau de scientifiques pour répondre aux besoins au-delà de sa propre expertise.
Et on insiste vraiment, le rôle, là, le principal rôle, c'est de mobiliser des connaissances. On n'est pas là pour développer ou créer de nouvelles connaissances. Fait qu'on se distingue vraiment, le conseil scientifique se distingue vraiment dans tout ce monde de la mobilisation des connaissances-là, avec la proximité vers le pouvoir prise de décision, qui demande généralement de la mobilisation de connaissances beaucoup plus spécifiques. Ensuite, on a plusieurs rôles parallèles. On est là pour renforcer la culture scientifique au sein des affaires municipales, l'administration publique, puis on soutient la collecte, partage des données. On est là aussi, c'est important de toujours maintenir un dialogue constant puis une relation de confiance entre communauté scientifique et décideurs. On sert à ça, les conseillers scientifiques en chef. On est complémentaires, je vais en parler un petit peu plus loin, parce qu'il y a quand même beaucoup d'organisations qui, qui- qui parlent ou d'étudient le conseil scientifique, fait qu'on est, ou qui utilisent le conseil scientifique, fait qu'on est quand même complémentaires à toutes ces organisations-là. Puis on est aussi en appui aux organisations locales de développement économique et social. Oui, on peut parler à Monsieur le maire, le DG, mais on peut parler aussi au directeur des sociétés de développement économique. Ça peut être profitable parfois pour leurs décisions eux autres aussi. Bon, on n'est pas l'expert ou l'experte d'un seul domaine scientifique. Ça, on le répète, on est là pour mobiliser notre réseau. Généralement, c'est ce que nous faisons. On n'est pas systématiquement une personne employée dans l'administration municipale. Fait que ça dépend des formats choisis. Mais là, tu sais, moi, là, oui, je suis le conseiller scientifique en chef de la ville de Victo, mais je ne suis pas rémunéré par la ville de Victo. C'est vraiment du bénévolat, du service à collectivité que je fais. On n'est pas un centre d'appel pour tous les employés municipaux, fait qu'on priorise les interventions plus haut niveau décisionnel et moyens de communication clairs. Moi, je réponds rapidement à Monsieur le maire puis au DG de la ville. Puis après ça, les directeurs des services, si j'ai le temps, je leur réponds. On n'est certainement pas une firme de consultants. On n'est pas un instrument politique, fait que, on mobilise les connaissances scientifiques existantes et les expertises avec le devoir de fournir les données à avis justes et impartiaux. Ce qui est important, puis ça, on nous pose souvent les questions, les villes ne sont pas obligées de retenir nos avis. C'est sûr que ça peut être chacun, mais il ne faut pas en faire tout un plat non plus. Ça fait partie de la vie municipale. Donc, c'est ça. Donc, la municipalité n'est pas tenue d'appliquer les recommandations que le conseiller ou la conseillère scientifique en chef ou le conseil scientifique formulera. On est généralement pas vraiment en posture de faire de la recherche. Il faut dire que l'objectif premier du conseiller scientifique en chef, c'est de soutenir la précision et mobiliser des connaissances plutôt que d'en créer, bien que les deux éléments ne soient pas compatibles. On pourra en discuter là, dans la période de questions. On n'est pas nécessairement des experts en communication scientifique. On le répète, on s'adresse beaucoup aux décideurs municipaux. On s'adresse pas nécessairement aux citoyens. Moi, je suis pas bon pour parler aux citoyens. Moi, je parle aux décideurs municipaux, par exemple, dans le contexte de Victoriaville. Puis on n'est pas un ou une scientifique en résidence. Ça, c'est là un programme. C'est un programme des fonds de recherche du Québec pour aider au développement de compétences de chercheurs et chercheuses qui ont un doctorat dans un contexte ville ou municipal. Ce n'est pas automatiquement des conseillers scientifiques en chef. Bon, quel genre de profil qu'on recherche pour un conseiller scientifique ou une conseillère scientifique en chef municipal? On veut bien entendu une attitude neutre et transparente. On veut que la personne ait quand même une bonne connaissance du réseau municipal, de la municipalité desservie. Il faut que tu maîtrises la méthode scientifique, par exemple. Donc, quand tu as un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est une bonne façon de montrer que tu connais la démarche scientifique. Ce qui est intéressant, pas ce qui est intéressant, moi je pense que c'est assez essentiel. Il faut vraiment avoir un bon réseau multidisciplinaire d'expertise scientifique. Je pense que ça aide beaucoup à donner des avis scientifiques. Moi, j'en parle beaucoup par expérience. C'est toujours bon d'être connu des décideurs municipaux puis cultiver une relation de confiance puis d'être accessible. La relation de confiance est essentielle. Il faut que les décideurs municipaux aient confiance en vous. Puis il y a beaucoup, beaucoup de nominations au niveau des conseillers scientifiques que je vous ai présentés précédemment qui sont basées sur une relation de confiance déjà établie entre là où les chercheurs et la ville. Bon, il y a d'autres valeurs et principes, là, mais c'est ça. Il y a quand même le principal profil souhaité, vous l'avez ici à l'écran. Euh,
Quant au format du conseil scientifique municipal, j'en ai parlé un petit peu dans une des premières diapositives. Il y a des modèles, il y a un modèle plus externe, un modèle interne, un modèle plus genre comité scientifique ou conseil scientifique. Fait que vous voyez un peu les différences. Le modèle externe, on n'est pas rémunéré par la ville. Le modèle interne est rémunéré par la ville. En termes de disponibilité, l'externe, c'est sur demande, vous avez une fréquence établie. Même chose pour le conseil scientifique. Normalement, quand tu es à l'interne, tu es à temps plein. Fait que bref, il y a quelques différences comme ça sur les principales tendances répertoriées au Québec. Ensuite, dites-vous que peu importe le format, ça doit garantir la capacité à fournir un conseil scientifique neutre et désintéressé dans tous les domaines basés sur les meilleurs résultats. Puis on a remarqué plusieurs points communs dans les formats qu'on vient de vous présenter. Généralement, on adopte une posture neutre, transparente, puis on a une expertise et crédibilité scientifique reconnue par nos pairs. Bon. Certains d'entre nous bénéficient d'outils financiers ou programmatiques pour soutenir les activités, comme une chaire de recherche, un bureau, un laboratoire, un observatoire. Puis, généralement, on relève d'un haut dirigeant municipal. Par exemple, la direction générale. C'est rare qu'on relève de la mairie, là. Généralement, c'est la direction générale ou encore la direction d'un département ou la direction d'un bureau, développement durable, transition écologique ou des affaires comme ça. Généralement, on relève de ces entités-là au sein des affaires municipales. Bon, on nous pose souvent la question, qu'est-ce que ça nous rapporte à nous, les scientifiques, d'être des conseillers scientifiques? Je vous partage ici, ça c'est plus c'est mon expérience personnelle, mais aussi l'expérience de d'autres, là. Clairement, nous, on aime, c'est une bonne façon de valoriser nos connaissances, nos savoirs, nos expertises. C'est quand même valorisant pour nous-mêmes. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est on est en contact avec vraiment les véritables enjeux sur le territoire. Vous savez, tu sais, le fameux concept de laboratoire vivant, ben, c'est ça. On est vraiment en relation avec les acteurs finaux de nos résultats, de la science. Puis ça nous permet vraiment de mieux orienter des développements, de connaissances, ou bien encore notre façon de penser, d'enseigner, des affaires du genre. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que ça aide vraiment au développement des compétences de nos étudiants, collaborer avec le milieu. Moi, mon équipe, pour mes étudiants, ils ne se posent pas la question quand ils travaillent avec des villes. C'est normal, les villes, ça peut être un partenaire de recherche. C'est un utilisateur final des résultats de la recherche, etc. Fait que les étudiants aiment beaucoup ça. Donc, on offre un environnement de travail et de recherche, disons, à valeur ajoutée à nos étudiants. Ça nous aide à bien comprendre l'environnement des décideurs, des élus municipaux, puis mieux comprendre le processus de décision politique. Ça peut toujours être utile pour le développement de certaines relations. Euh, Ça nous aide à bonifier le réseau de contacts. On a déjà un bon réseau de contacts, mais je vous le dis, se rapprocher des villes comme ça, c'est très bon pour avoir davantage accès à des expertises et des connaissances scientifiques. De façon assez concrète, moi, j'aime ça utiliser le service des communications de la ville pour organiser mes événements. Souvent, c'est très facilitant. Ça réduit le coût des événements scientifiques ou des réseaux ou des visites industrielles. Moi, je trouve ça très pratique. Parfois, comme moi, je travaille beaucoup en environnement, fait que des fois, j'ai des analyses d'échantillons environnementaux à faire. Puis s'il faut que je les fasse rapidement ou si je manque de ressources pour les faire, des fois, par exemple, je demande à mes amis de la station d'épuration des eaux usées à Victo de me faire des analyses ou j'envoie mes étudiants là-bas. Fait que vous voyez un petit peu, tu sais, on a le droit d'avoir accès aux services et d'en bénéficier pareil, là. Fait qu'il y a des façons d'avoir des bénéfices quand on est conseiller ou conseillère scientifique en chef pour une ville. Il peut y avoir des espaces de bureau. Notre conseiller scientifique en chef à Mirabel, qui est un prof de l'INRS, la Corporation de développement économique local lui prête des bureaux à lui et ses étudiants. C'est intéressant, spécialement pour les étudiants, mais les étudiants viennent en contact avec du monde différent, autre que des étudiants universitaires ou bien des chercheurs. Ils rentrent en contact avec des employés municipaux, ce qui peut les aider, entre autres, dans leur formation. Ensuite, voilà. Fait que ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment de façon générale ce que c'est un conseiller scientifique en chef municipal et aussi les bénéfices que peuvent en tirer les chercheurs qui ont ce statut-là.
Là, je vais aller plus concrètement sur moi, sur ce qui se passe avec mon titre de conseiller scientifique en chef de Victoriaville. Je suis un modèle interne, donc je suis salarié à l'UQTR, mais j'offre une partie de mes services qualifiés à une administration municipale. Moi, par exemple, oui, j'enseigne, je fais de la recherche, j'ai de la direction pédagogique, mais mon service de collectivité, ben, je mets quand même un pourcentage assez élevé par rapport aux autres. J'ai environ 25% de mon service à collectivité. Donc, je dis que je donne ben, à la collectivité autre que la collectivité scientifique, là. Donc, aux villes, par exemple. Ensuite, ah oui, ma nomination s'est faite sans entendre vraiment parce que ça fait longtemps que je fais du conseil scientifique auprès de la ville de Victoriaville. Ça a commencé jeune pendant que je faisais ma maîtrise, mon doctorat. J'échantillonnais, je travaillais sur des eaux usées, sur des bouts d'épuration des eaux usées municipales, longue histoire, mais j'échantillonnais dans plusieurs villes au Québec des eaux usées puis des bouts. Puis ma station préférée, c'était celle de Victo. Je m'entendais bien avec tout le monde. Puis à un moment donné, il y a un jour, le directeur de service de l'environnement était venu me voir. Puis il dit: Hey Simon, qu'est-ce que tu penses de telle technologie? J'ai dit: Ben là, je ne suis pas l'expert de la technologie. Pourquoi tu me poses cette question-là? Ben, Simon, parce que tu es neutre. OK. J'ai trouvé ça drôle. J'ai dit: Ah! Fait que là, je me suis forcé pour m'informer sur la technologie. Puis j'ai donné un avis la semaine après, là, entre guillemets, là. Fait que, donc, c'est des affaires comme ça qui étaient. Bon, moi, ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai vraiment établi une relation de confiance avec les décideurs municipaux. Et depuis, je suis maintenant officiellement scientifique en chef de la ville de Victo. Je donne des avis aux décideurs municipaux. On parle ici des élus municipaux, la mairie, le directeur général, certains directeurs de services. Je parle beaucoup au directeur de service de l'environnement, bien entendu, mais aussi de l'infrastructure, aussi de l'urbanisme. Euh, mais tout récemment, on a créé un bureau de développement durable à la ville de Victo. Fait que là, je suis vraiment rendu connecté à ce bureau-là. Mais je relève de la direction générale. Le bureau d'aider relève de la direction générale, mais moi aussi, je relève de la direction générale. Donc, je suis associé à la direction générale, enfin, de façon générale. Mon rôle depuis que je suis conseiller scientifique en chef de Victo, j'ai surtout mobilisé des expertises pour des avis, des actions, des anticipations. Parce que vraiment, me- à quoi que je sers, c'est que je rends accessible la communauté scientifique à la ville de Victoriaville. Fait que j'appelle les gens que je connais pour plusieurs dossiers, puis souvent, ça fait progresser certains dossiers plus rapidement à la ville de Victo. J'ai travaillé un petit peu sur la collecte, production et utilisation de données probantes. Je vais vous donner des exemples. Je travaillé aussi sur l'anticipation des événements futurs pour une meilleure réponse résiliente. Je pourrais donner des exemples durant la période de questions. Euh, mais quelque chose que j'ai aimé faire, puis que ça fait partie de notre rôle, on l'a dit tout à l'heure, qu'on est là pour renforcer la culture scientifique auprès des villes. Fait que moi, j'aime bien ce rôle-là, mais je l'étends non seulement à l'appareil municipal, mais aussi aux citoyens, entreprises locales, les agents de développement du milieu. Vraiment, je trouve important d'imprégner cette culture scientifique-là, le désir de recourir à la recherche, de recourir à l'innovation pour aller plus loin. Fait que j'ai cette chance-là, comme conseiller scientifique en chef de Victoriaville, d'imprégner la culture scientifique à différents mondes à la ville de Victo. J'ai la chance aussi d'accompagner la ville dans ses démarches d'internationalisation. Les petites et moyennes villes, c'est pas toujours facile de s'internationaliser puis d'aller chercher les bonnes pratiques ailleurs, de faire des veilles, etc. Fait que moi, je les aide, disons, à bonifier leur mission internationale. J'amène des chercheurs avec moi, puis là, on va voir d'autres choses autres que des villes. On va dans des universités, on va voir des entreprises, des affaires du genre. Puis aussi, depuis qu'on parle de plus en plus d'ODD, ben, j'essaie de les aider à s'approprier les ODD. Le Bureau de développement durable a ça comme mission, fait que moi, j'accompagne le Bureau de développement durable dans cette mission-là. Mais quelque chose que j'ai réalisé qu'on pouvait même contribuer à attirer ou retenir des cerveaux sur le territoire. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Puis l'autre chose qui est vraiment importante, mais ça s'applique à tous les conseils scientifiques en chef, là, puis les comités scientifiques, c'est qu'on est devenu un nouvel agent d'interface avec les autres villes, une nouvelle façon de communiquer entre les villes, de communiquer les bons coups, les bonnes pratiques. Vraiment, ça, c'était. Oui, les villes se parlent, mais ne se parlent pas tout le temps vraiment. Nous, vraiment, on devient une façon de communiquer les bons coups entre les villes.
Puis aussi, je dis agent d'interface, mais aussi agent d'interface entre les différents services municipaux. Les villes, souvent, ben, ils ont plusieurs services, environnement, infrastructure, etc. Mais souvent, les services ne se parlent pas. Nous, on devient une espèce de courroie de transmission entre les différents services, mais que ça peut être pratique aussi. Puis je pense que dans- si ça, voyons, Julie Maud Normandin, la conseillère scientifique en chef de Longueuil, était ici avec nous aujourd'hui, elle nous témoignerait vraiment de l'importance de mettre en contact les différents services. Puis c'est elle, a fait entre autres ça, là. Ensuite, on pourrait en faire davantage avec des ressources dédiées. Moi, j'ai la chance d'avoir une chaire de recherche dite municipale, fait que je peux utiliser un peu d'argent pour me déplacer à des endroits pour faire de la représentation de la ville de Victo à des congrès, sur des panels, des affaires du genre. Je peux engager un étudiant pour qu'il m'aide à faire une veille, des revues de littérature sur un sujet particulier en lien avec une question qu'on m'aurait posée au niveau de la ville. Donc, il y a des façons aussi de faire davantage d'avis scientifiques quand on a quelques ressources dédiées. Fait que je vous donne des exemples d'avis d'action d'impact que j'ai fait. Vous allez voir, c'est assez simple, c'est pas si compliqué que ça de fournir du conseil scientifique. Euh, à la demande du maire de Victo, il voulait savoir comment Victoriaville et sa région pouvaient aider le secteur grandissant de la ville de Bécancour, parce que la ville de Bécancour demandait de l'aide à un moment donné aux villes avoisinantes, parce que le secteur grandissant de la batterie était là. Il y a trois usines qui se bâtissent, ça va amener beaucoup de monde. Il y a plein d'enjeux, non seulement euh, euh, environnementaux, mais aussi sociaux et économiques. Bref, j'étais appelé entre autres, dire quelle organisation, quelle entreprise pourrait aider Bécancour et vice-versa, lesquels qui pourraient bénéficier du secteur grandissant de la batterie. Fait que je ne me suis pas cassé la tête. Je n'ai pas écrit un rapport de 20 pages, 30 pages. J'ai fait un tableau sur 4 pages avec des noms d'entreprises, soit à Bécancour, soit dans Victoriaville et sa région. Puis j'ai fait quelques colonnes pour voir tous les liens qui pouvaient être faits avec le secteur batterie. Bref, c'est ça. Puis ce petit tableau-là a été annexé à une entente entre la ville de Bécancour et la ville de Victoriaville pour s'entraider dans ce fameux secteur grandissant de la batterie. Ensuite, quelque chose de spécial. Il y avait une grosse problématique à Victoriaville. Leur réservoir d'eau potable, le réservoir Baudet, s'envasait. Il y avait de plus en plus de sédiments. Ils sont arrivés avec une solution drastique. Là, on va tout draguer ça, puis ça coûte cher. Bon, ça coûtait cher. Moi, je m'en étais jamais vraiment mêlé. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à m'en mêler un petit peu, j'ai réalisé que dans toutes les consultations qu'il avait faites, il n'avait jamais parlé à mes vieux professeurs de l'INRS. Moi, j'étais un produit de l'INRS, là, de l'INRSO. J'ai une maîtrise, un doctorat en sciences de l'eau. Fait que j'ai appris beaucoup de plusieurs professeurs, tout experts en sciences de l'eau. J'ai dit, hey, je devrais les faire venir là, pour jaser de ça, puis tout ça. Puis là, j'ai remarqué qu'ils étaient tous au Centro, un regroupement stratégique financier dans les fonds de recherche du Québec. Fait que via le Centro, je suis allé chercher une petite enveloppe budgétaire pour mobiliser les expertises du Centro qui n'avaient jamais été consultés dans le contexte du réservoir Baudet. On a fait des ateliers, on a créé ce qu'on appelait l'escouade Victo. Puis, c'est intéressant. On est arrivé à des potentiels, entre autres, projets de recherche sur la valorisation des sédiments de dragage, sur comment améliorer la qualité de l'eau. Puis c'était le fun parce que la discussion menait à une vision globale de tout ce qu'on pourrait faire de nouveau, d'intéressant, qui serait que dans une dizaine d'années, on pourrait peut-être avoir une zone baignable dans ce réservoir-là. C'est le rêve de toute personne à Victoriaville. On trouvait c'était quand même sympathique comme tenant et aboutissant de la mobilisation d'expertise qu'on avait faite. Ensuite, d'autres avis que j'ai été appelé à donner, c'est que on me questionne, je participais à des comités, puis on se questionnait beaucoup sur comment évaluer la performance des écoparcs? Nous, Victoriaville, pendant des années, plus de 12 ans, on se vantait d'avoir créé le premier écoparc industriel, mais en 12 ans, il y avait juste deux entreprises qui étaient venues dessus. Je dis, ouais, c'est-tu c'est-tu parce que notre écoparc n'est pas performant? C'est quoi, en fait, les indicateurs de performance? Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mobilisé des expertises ailleurs dans d'autres universités. J'en connaissais à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, qui était très proche du parc de Chambéry en France, qui avait déjà réfléchi à la chose. Fait que on a
On a trouvé un étudiant. J'ai pas supervisé l'étudiant. Moi, j'étais plus un genre de co-superviseur spirituel de l'étudiant. Puis ça donnait une thèse en co-tutelle entre un de mes collègues de l'UQTR puis l'Université de Savoie-Mont-Blanc. C'est très intéressant. 4 articles qui ont résulté de ça. Euh, Quand on parle d'utilisation de données probantes, j'en avais un beau cas ici. J'avais un de mes collègues qui avait, qui avait reçu une subvention des fonds de recherche du Québec pour développer une genre de chaîne de valeur des abrasifs routiers pour augmenter le taux de recyclage et de valorisation des abrasifs routiers. Puis, il faisait ça, entre autres, avec la ville de Trois-Rivières, avec les données de la ville de Trois-Rivières, mais il n'y avait pas beaucoup de données. Moi, j'ai dit, ben, attends un peu, là, je vais aller voir ce que. On peut jaser de tout ça, puis moi, je collaborais au projet. Je dis, attends un peu, je vais aller voir du côté de Victo, c'est quoi qu'ils ont. Ben là, c'est quand j'ai parlé au directeur de l'infrastructure, il m'a tout donné les données, mais j'ai jamais vu autant de données de toute ma vie sur un sujet. Puis là, ces données-là ont pu être utilisées dans le contexte du projet. Puis au lieu de faire le projet quasiment 2 ans, presque en 6 mois, on avait terminé le développement de notre chaîne de valeur. C'est vraiment intéressant. Bref, j'ai été utile pour partager, utiliser des données probantes. Quand je parlais d'imprégner la culture scientifique, la culture de l'innovation dans les entreprises locales, je me rappelle qu'il y a quelques années, le DG m'avait dit, le directeur général, Simon, tu peux-tu aider cette entreprise-là à faire de la recherche, à être un petit peu plus compétitive? C'est quand même un bon employeur local, mais c'est ça, il n'offre pas beaucoup. Je dis, OK, correct, je vais aller les voir, je vais jaser de ça avec eux. Fait que je les ai mis en relation avec mes réseaux, spécialement les CTT, les centres collégiaux de transfert technologique. Fait que ça a donné beaucoup de projets de recherche, ça a fait beaucoup, beaucoup de choses. Puis en bout de ligne, c'est en 2014, il y avait 2013-2014, il y avait un chercheur chez la compagnie. En 2017, il était rendu une dizaine de chercheurs, de techniciens. En 2020, il était rendu une vingtaine. Puis en 2022, il y avait un VP Innovation qui apparaissait, plus un budget pour agrandir le siège social à Victo, OK, mais pas pour la production, mais pour l'équipe de recherche. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis c'est là que j'ai réalisé que finalement, ce rôle de conseil scientifique-là avait comme avantage d'attirer des cerveaux sur le territoire. Je ne l'avais pas réalisé parce que évidemment, les chercheurs qui sont recrutés chez la compagnie, c'est des étudiants de la maîtrise et de doctorat de l'UQTR et de l'université. Dans ce cas-ci, c'est l'UQTR, l'Université de Sherbrooke. Puis, bref, je ne le réalisais pas sur le coup. Je l'ai réalisé un jour quand on avait commencé à développer l'idée d'une chaire de recherche municipale, là, puis que le maire de Victo m'avait dit, Simon, c'est pas ta recherche qui m'intéresse, c'est que tu attires des cerveaux sur notre territoire. Ah ouais. Là, j'ai compris qu'il faisait référence aux chercheurs que j'amenais chez une de ces compagnies locales. Et bref, je pense que c'est quelque chose d'intéressant que peut apporter le conseil scientifique quand on travaille quand on essaie d'ouvrir des entreprises à l'innovation puis à la recherche. D'autres affaires aussi, vous savez, les villes se sont excitées à un moment donné avec les zones d'innovation en 2019. Chaque ville voulait préparer son projet de zone d'innovation. Fait que moi, j'ai été interpellé j'étais pendant un an ou deux la voix du maire et du directeur général de la ville de Victoriaville dans les différents comités pour monter le projet de zone d'innovation. Je restais là depuis le début. Puis moi, vraiment, ce que je faisais, c'est que je mobilisais l'écosystème du savoir pour pouvoir venir bonifier le projet de zone d'innovation. Fait que ça a donné vraiment quelque chose d'intéressant en bout de ligne, là. Ça s'appelle la Cité de l'innovation circulaire et durable. Puis c'est rendu un EBNL, là. Normalement, on espère avoir une infrastructure de 40 millions de dollars pour réunir plein de belles gens au sein de ce bâtiment-là. Fait que c'est ça. Ça, c'était les exemples que j'avais à vous donner sur le conseil scientifique sur ce que je fais au niveau de la ville de Victo. Là, vraiment, on est devenu, depuis que 9 villes qui ont adhéré à tout ça, on est rendu au moins 16 conseillers scientifiques municipaux. On a décidé qu'on démarrait avec l'aide du Bureau de scientifique en chef du Québec, une table des conseillères et conseillers scientifiques en chef municipaux, qui est vraiment devenue une nouvelle interface entre villes et scientifiques. C'est une nouvelle façon d'échanger bonnes pratiques, expériences acquises, leçons apprises, des histoires de succès entre les villes. En fait, on est devenu une communauté de pratique. Vous savez tous c'est quoi maintenant des comités de pratique, là? On en est devenu une. Fait qu'à chaque fois qu'une ville nomme
un conseiller ou une conseillère scientifique en chef ou encore un comité scientifique, ben, les chercheurs concernés sont invités à rentrer dans cette table. Puis, on fait circuler avec le Bureau du scientifique en chef du Québec un document dans lequel la majorité des textes que vous avez vus, que je vous ai projetés à l'écran aujourd'hui, se trouvent. Euh, donc, il est disponible sur le site des Fonds de recherche du Québec. Puis, ce qui est intéressant aussi, ce que je n'ai pas vraiment beaucoup parlé, c'est qu'on explique aussi la démarche pour les villes, comment s'adjoindre d'un conseiller scientifique ou encore d'un comité scientifique. Euh, on a la chance, moi puis mon associé de recherche, Nicolas Fecteau, d'avoir le mandat d'aider les villes à s'adjoindre de conseils scientifiques ou de comités scientifiques. Et généralement, on parle aux gens, on parle surtout nous, aux petites et moyennes villes. Le bureau scientifique en chef du Québec, souvent parle aux plus grandes villes. On se partage les tâches. Puis, généralement, on explique le conseil scientifique, on essaie de trouver des personnes avec eux autres, on leur propose des choses, on regarde, on regarde, ça serait quoi le meilleur format. Puis, à un moment donné, tu vois que une fois que les villes sont bien informées, ils sont capables de réfléchir, ils parlent à l'université, puis après ça, on les laisse aller, là. On ne se mêle pas des ententes université-ville. Nous, on est plus des catalyseurs. Puis généralement, ça mène à des choses intéressantes. Comme vous pouvez voir, il y a une ville qui ont emboîté le pas. Puis bon, tu sais, le- voyons, les conseillers scientifiques en chef municipaux, tu sais, on n'est pas tous des experts vraiment en conseil scientifique. Il y en existe plein d'experts. Puis ça, il faut savoir que nous, les conseillers scientifiques en chef municipaux, on est vraiment complémentaires à toutes ces expertises-là disponibles au Québec et ailleurs dans le monde. Au Québec, je vous en mets plusieurs ici à l'écran. Tu sais, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le conseil scientifique. Conseil scientifique auprès des municipalités, il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus, il va en avoir parce qu'il y a de plus en plus de cas d'études à étudier. Euh, donc, c'est ça. Bref, on est là tous ensemble pour contribuer aux avancées du conseil scientifique auprès des gouvernements. Ça ne se fait pas juste, conseil scientifique, ça ne se fait pas juste au Québec, puis pas proche du Québec, ça se fait aussi ailleurs dans le monde. On suit certains dossiers. Euh, Moi, j'ai toujours aimé le dossier de la vallée de la Chamonix à Mont-Blanc en France. Eux autres, ils essayent de mettre en place un comité scientifique multi-établissement à ce jour, dans les modèles que je vous ai présentés, c'est souvent une université, un conseiller associé au conseil scientifique, là. Mais dans le cas de la vallée de la Chamonix, ce que je trouve intéressant, c'est qu'eux autres s'intéressaient à plusieurs universités. Ben, en fait, ils s'intéressaient aux chercheurs qui travaillaient déjà sur leur territoire, parce qu'eux autres, et c'est les monts, là. La neige fond, puis ils ont plein de problèmes d'eau de tout genre, puis ils sont le terrain d'étude de plusieurs chercheurs. Fait qu'eux autres, conseils scientifiques, ils montaient entre autres pour contrer la désinformation au niveau des citoyens pour différents projets, mais aussi pour fournir une genre de, voyons, de centre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un endroit où est-ce que euh, la ville pourrait aider les équipes de chercheurs à venir faire leurs recherches sur le terrain, à tout préparer la logistique, les réservations, les permis, etc. Je trouvais ça intéressant que le conseil scientifique ait une petite branche où est-ce qu'il y avait des employés municipaux qui deviendraient facilitants pour attirer les chercheurs sur son territoire pour qu'ils viennent faire leurs expériences. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Rémi, je pense qu'il ne l'a pas dit non plus, mais Rémi Quirion, on a la chance qu'il soit le président d'une organisation internationale sur le conseil scientifique auprès des gouvernements. Euh, Depuis qu'il est là, il parle beaucoup d'amener le conseil scientifique auprès des gouvernements de proximité. Puis je l'aide, entre autres, moi j'ai la chance de pouvoir l'aider à développer la branche plus nord-américaine, basée beaucoup sur le conseil scientifique auprès des villes. Puis avec son équipe, avec Julie Derouerner du Bureau de scientifique en chef du Québec, il y a des belles, il y a des beaux contacts qui se font. Dernièrement, elle a rencontré le MetroLab Network, qui est une organisation qui fait
fait beaucoup de liens entre l'université et les villes, puis qui encourage un petit OBNL qui s'appelait COPASTEP, qui sont incubés à l'Université de Pennsylvania. Eux autres, leur concept, c'est de placer des scientifiques dans les États, les villes, etc. Fait que c'était vraiment intéressant. Donc, bref, le conseil scientifique, oui, il y en a au Québec, au Canada, mais il y en a de plus en plus ailleurs dans le monde. Puis on aimerait ça qu'il y en ait davantage, puis qu'il y ait des petites organisations comme Compastep, par exemple, ici au Québec, pour nous aider à placer davantage de scientifiques un peu partout. Les fonds de recherche le font avec le programme des scientifiques en résidence, mais peut-être qu'éventuellement un organisme à but non lucratif pourrait le faire. Fait que je termine là-dessus avec un album de famille, une photo. Fait que vraiment, c'est une mouvance, c'est vraiment intéressant, c'est très utile. C'est sûr il faut être sur le terrain pour vraiment le vivre et le croire, là. Mais croyez-moi, je pense que c'est quelque chose à faire, qu'on peut. C'est peut-être pas pour tout le monde, OK? Mais c'est à suivre et à encourager. Fait que voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci, si je peux, là, Philippe, il y a juste deux, trois commentaires additionnels, là. Merci, Yes. Simon, pour la présentation, très utile, ça résume bien ce que tu fais, ce que les collègues font, d'autres collègues font ici au Québec. J'ai deux, trois points que je voudrais rementionner, là. Finalement, très souvent, c'est un peu mon travail au niveau du Québec, mais c'est certainement aussi le travail pour ceux et celles qui sont au niveau des municipalités, des villes. C'est un, on est vu comme étant un agent plus neutre. On vend pas un contrat d'une firme, on part pas avec une préassumption, une croyance, faut que ce soit basé davantage sur des données probantes. C'est sûr que des fois, on a nos petits biais, nous autres aussi, là, mais quand même, globalement, on est vu comme étant plus neutre. Ça peut être très utile pour le politique. Euh, Comme ça a été mentionné, parce que moi, il n'y a pas un modèle et nous, on n'est pas là non plus pour dire vous devriez avoir tel modèle plutôt que tel autre. Dépendamment de la région, de la ville, il y a différents modèles, puis on l'a vu là, et les modèles, la ville adapte le modèle, elle choisit le modèle qu'elle veut, puis dans le temps, peut-être le modèle va changer aussi pour s'adapter aux besoins. Qui vont évoluer au cours des prochaines années. Donc, nous, on est là pour essayer de vous appuyer, peu importe le modèle qu'une ville choisira. Mentionné par Simon aussi, c'est un outil, j'espère. Il faut travailler fort là-dessus, là, mais ça peut être un outil contre la désinformation, contre les fausses nouvelles, de remettre les pendules à l'heure, à l'interne, parce que c'est sûr que les politiciens, les élus à n'importe quel niveau, je dirais, subissent énormément de pression des collègues dans la société. Fait que quelqu'un arrive et dit, moi, je ne crois pas à ça, le changement climatique, ça, c'est juste une invention de chercheurs. Là. Fait que d'être là plus présent pour expliquer davantage et expliquer dans des mots différents, dépendamment des audiences, je pense que c'est un outil qu'on veut utiliser davantage au cours des prochaines années là, pour combattre les fausses nouvelles, la désinformation, etc. Et être présent aussi, oui, avec nos élus, mais être présent dans les réseaux sociaux aussi, là, parce que très souvent maintenant, il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus. Fait que là aussi, il faut essayer de remettre les pendules à l'heure. Et moi, après 14 ans, presque 14 ans maintenant que je suis en poste, là, peut-être que j'aurais deux mots-clés, et ça a été mentionné par Simon aussi, là. C'est d'avoir la confiance si on travaille dans une ville, confiance des élus, confiance du gouvernement provincial, du gouvernement national. Donc, cette confiance-là, ça se gagne, je dirais, et ça peut se perdre très facilement. Donc, vraiment, cette confiance-là, c'est absolument essentiel de garder ce lien de confiance-là. Et un autre mot-clé pour moi, c'est la résilience. Souvent, les patrons changent beaucoup. Hein, du côté, surtout si on est avec les élus, la couleur du jour change, et puis on change de patron, change de gouvernement, change de ministre. Donc, puis au niveau municipal, il va y avoir des élections l'automne prochain, donc sûrement qu'il va y avoir plein de changements là aussi. Là. Donc, il faut être capable de s'adapter dépendamment de qui est en place. Et mon dernier point serait INGSA, ça a été mentionné par Simon, non, je ne l'avais pas mentionné, je l'avais oublié. Là. Ben, INGSA, si vous ne le connaissez pas, cette organisation-là, c'est environ 6000 membres à travers le monde. On est présent dans plus de 130 pays.
C'est gratuit si vous venez virement, vous avez juste à vous inscrire sur le site web. Et on est organisé en chapitres. On a commencé dans le sud global, premier chapitre en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et c'est de bâtir le conseil scientifique, encoding ça beaucoup plus au niveau des gouvernements nationaux. Fait que les 3 chapitres que j'ai mentionnés, on va en lancer un en Europe très bientôt, à la fin du mois de mars. Et celui Amérique du Nord va être un chapitre beaucoup plus centré sur le conseil scientifique au niveau des villes et de bâtir les capacités. Parce qu'encore une fois, le conseil scientifique, dépendamment des niveaux de gouvernement, doit être formulé un peu différemment. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, on est à bâtir ce chapitre-là, Amérique du Nord. N'hésitez pas à nous contacter. On va peut-être faire des liens avec Métrolab et avec d'autres, là. Puis on voudrait avoir au point de départ Canada, États-Unis et Mexique. Ça va être notre chapitre Amérique du Nord. Donc maintenant, les questions ou les commentaires. Merci Rémi. Merci Simon encore beaucoup pour la présentation. Je pense qu'on a vraiment beaucoup appris aujourd'hui. Juste avant il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat, dans les commentaires, là. Je vais repasser à travers. Je vois qu'Isabelle a la main de levée. Je te laisserai aller, Isabelle, pour ta première question. Fais voir, j'ai pas l'impression qu'on t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Super. Bon, ben, bonjour tout le monde. Isabelle Caillé, anciennement DG d'un CCTT en région. Je travaille, bonjour à ceux que j'ai déjà vus dans une vie antérieure, que je reconnais. Puis aussi, je travaille maintenant à l'UQAR comme agent de mobilisation des connaissances dans un projet qui s'appelle Transformer l'action pour le climat, où on accompagne notamment les MRC dans l'élaboration des plans climat. Ma question serait la suivante. Par où on commence? Par quel bout on prend ça? Est-ce que, bon, le besoin est là, évidemment. La demande est là. Ça serait quoi les premières étapes de ceux qui ont déjà franchi ce parcours-là? Est-ce que ça vient des municipalités, des communautés? Est-ce que c'est une proposition qui peut être faite par les établissements régionaux, que ce soit universitaire ou collégial? Je lancerai peut-être la question à Rémi, que ça fait un bout, je n'ai pas vu. Hey, bonjour Isabelle. Non, je vais passer la balle à Simon. OK. Il pourra me revenir par la suite. Ouais, ben, je pense qu'il faut tout voir ça comme complémentaire, là. Je pense que, tu sais, c'est déjà à la base, nous, ceux qui sommes présents sur le terrain, on est là pour vous aider à faire des contacts que vous n'auriez peut-être pas pensé déjà. Donc, de nous tenir informés ou de nous impliquer, ceux qui sont là. Puis s'il n'y en a pas, ben, ça peut faire partie de l'offre que vous pouvez faire ou si vous voyez que ça pourrait. N'oubliez pas, hein, un conseil scientifique municipal a l'avantage d'assurer une présence constante de la science auprès des décideurs. Puis ça, c'est bien plus important qu'on le pense, là. OK? Si pendant 4 mois, tu n'as pas parlé à des décideurs municipaux de ta ville, ça se peut qu'il se passe des choses, puis qu'ils se disent des choses, puis oh non, la désinformation revient, par exemple. OK? Donc, je pense que, tu sais, votre rôle, vous autres, avec ce genre de programme-là dont tu parles, Isabelle, c'est peut-être de trouver une façon d'assurer une présence constante de la science auprès de la MRC, la municipalité, puis tout ça. Puis, bon, tu le fais déjà, mais tu sais, le programme, peut-être qu'il ne sera pas périn puis il ne vivra pas tout le temps, là. Mais c'est de trouver une façon de maintenir ça. Puis, du conseil scientifique, n'oubliez pas, c'est pas obligé d'être un individu. Nous, Nicolas puis moi, on parle au MRC, là, puis clairement, tu sais, c'est plusieurs villes, puis il va y avoir des modèles où est-ce qu'il va y avoir un conseiller pour tous les MRC. Sainte-Marthe, c'est un petit village, mais eux autres, dans leur évolution, ils vont probablement s'étendre vers la MRC. Fait que, OK. Ben, c'est Et, ça, présentement, le constat, c'est que c'est un groupe de chercheurs, puis il est là éventuellement à grossir, là, ouais, qui est interpellé à c'est ça. participer à ces activités-là, notamment. Ouais. puis, j'ajouterais peut-être ici un peu, là, comme disait Simon, être présent. Si on attend d'être interpellé, ben, des fois, ils ne pensent pas ou ils sont occupés à autre chose. Donc, être présent et surtout, lorsqu'on est présent, être à l'écoute. Essayer de comprendre leurs besoins.
pas nécessairement arriver en disant, moi, j'ai lu le dernier papier dans Nature et ça veut dire que Victoriaville devrait faire ça. En général, c'est pas la meilleure façon. Fait que finalement, c'est d'être à l'écoute, essayer de comprendre et les aider à formuler leurs questions. Parce que très souvent, on a des réponses, mais c'est pas une réponse à une question qui les intéresse, là. Fait que ça aussi, et ça prend du temps, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que des fois, ils savent tout simplement pas c'est vraiment quoi, là, comment, eux aussi, quand la question que toi t'as posée, eux se la posent probablement aussi, là. Par où je commence dans cette histoire? Mhm. Fait que vraiment travailler en association un l'autre, apprendre un de l'autre, mais vraiment être à l'écoute. Merci beaucoup. Donc, on comprend qu'il n'y a pas un seul style de modèle, il y a plusieurs modèles, puis que chaque communauté doit pouvoir trouver le modèle qui lui sied le mieux, puis ce modèle est aussi évolutif. Je comprends que là, vous en avez mis quelques-uns en place, ou il y en a quelques-uns qui sont développés sur le territoire municipalisé du Québec, mais qui pourraient évoluer finalement les uns et les autres en fonction des besoins des personnes. En fait, votre discours résonne beaucoup avec ce qu'on fait avec nos communautés éloignées, en milieu éloigné aussi, que ce soit les Premières Nations ou des communautés plus éloignées, moins municipalisées, en fin de compte. C'est ce qu'on fait. Donc, la confiance, ça prend du temps. Construire des liens de confiance, ça prend du temps. Puis je comprends que ça ne se fait pas comme ça, que ça prend d'être sur le territoire, de comprendre comment ça fonctionne. Vous avez utilisé le mot aussi, Simon, tu as utilisé de bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire municipal, mais l'écosystème en fin de compte. Donc, de comprendre comment réagissent, qui fait quoi et dans quel, c'est quoi l'écosystème, le réseau, comment ça fonctionne. Donc, on avait une autre question qui était peut-être plus spécifique au cours de ta présentation, Simon, où tu as parlé de mobiliser les connaissances au niveau municipal. C'est une question de Gwenvaël Balou. Je ne sais pas si Madame Balou est encore présente. Non, donc elle avait cette question-là de quand tu disais mobiliser les connaissances, c'était pas forcément aller lire tous les papiers scientifiques qui découlent. Non, ben, c'est à cause qu'on a quand même, on développe un esprit critique pareil quand on est chercheur. Là, fait que, puis c'est pas juste des articles scientifiques qu'on mobilise, là, c'est des rapports. Tu sais, est-ce que ce rapport-là, il est crédible parce qu'il est fait par tel organisme? Regarde, je t'invite à le lire. Ce rapport-là, il est neutre. Tiens, je t'invite à le lire. Tu sais, c'est des choses comme ça, généralement. Puis si on n'a pas cette information-là nous-mêmes, ben là, on fait appel à notre réseau de contacts pour essayer d'avoir accès je l'ai écrit là, à la meilleure information scientifique possible. OK. Puis je rajouterais juste, quand on parle de mobilisation de connaissances, là, c'est pas forcément le conseiller scientifique qui va vraiment opérer au complet. Ça peut être comme mobiliser un expert qui, lui, C'est ça. connaît, connaît Mhm. dans le fond, les données ou les connaissances qui sont à disposition, puis c'est beaucoup plus efficace aussi. Puis on est toujours content aussi quand on a une expertise dans quelque chose, d'être sollicité. C'est rare, là, en tout cas, on n'a jamais eu de cas pour l'instant qu'on nous a refusé là, une collaboration de ce genre-là. On Ouais, puis mobilise le réseau. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment mobilisation d'expertise. Moi, je suis microbiologiste. Je me rappelle pas la dernière fois qu'on m'a demandé un avis en lien avec la microbiologie. Fait que, là, Moi non plus, ça fait ça donne 14 comme ans, ça. puis j'ai pas beaucoup d'avis sur l'Alzheimer. Il y a plein d'avis sur d'autres choses, incluant les Ouais, chiens c'est ça. dangereux, mais beaucoup moins sur l'Alzheimer. Mais peut-être ici, il y a une petite question, peut-être manquer de temps à un moment donné, mais juste un petit détail là. Euh, oui, est-ce qu'il y a un futur en termes d'emploi de ce type-là? Ben, il y a un programme qui existe quand même, ça a été mentionné, je pense, dans le chat, de scientifiques en résidence, qui est un peu différent, là, mais il commence à en avoir là, à Laval, et puis à Sherbrooke et tout ça. Scientifiques en résidence, puis on a un programme au niveau international dans les bureaux du Québec à l'étranger, puis on a un programme au niveau des ministères, donc des scientifiques en résidence après un PhD qui s'en va dans un ministère. Bon, déjà, le ministère, c'est petit, ça fait pas longtemps que c'est commencé, les collègues pourraient donner plus de détails, mais il y en a un ou une, je ne me rappelle pas si c'est un gars ou une fille, là, qui a un travail au ministère, que le ministère l'a engagé après. Bureau du Québec à l'étranger, à Londres, la personne était là, un offre d'emploi, puis elle travaille pour là-bas. Donc, c'est peut-être ce qui va arriver aussi dans certains cas où le scientifique ou la scientifique en résidence va avoir un poste à l'intérieur de la ville. Fait que c'est des choses aussi qu'on voudrait aider dans le futur. Merci. Monsieur Mercier? Oui, merci. Euh,
Une petite chose, un petit commentaire en commençant. Je suis vraiment pas surpris que Victo soit les premiers. On se rappelle tous de Normand Maurice. Je suis originaire de Victo en passant, M. Barnabé. Donc, passé à travers le cégep et la polyvalente Le Boisé, c'était bien agréable. Moi, je vais juste me présenter. Philippe qui me connaît, je pense que c'est le seul. Je suis météorologue à la retraite d'Environnement Canada, après 35 ans de loyaux services. Et là, la question qui me vient à l'idée là-dedans, c'est euh, chaque conseiller scientifique qui est là, il y en a 9 présentement, mais c'est en train de s'élargir. Évidemment, comme on l'a dit, les enjeux des municipalités ne sont pas nécessairement les mêmes, mais euh, comment le réseautage se fait? Parce qu'on va aller chercher des scientifiques d'une discipline X, une discipline Y. Des fois, c'est un mélange de deux, trois disciplines. Donc, chaque conseiller scientifique va devoir réseauter avec d'autres personnes, parce qu'il n'y a pas personne qui connaît toute la science, bien évidemment. Et quel est le support que ces gens-là ont pour bâtir leur réseau pour être en mesure de faire face aux requêtes, aux besoins de leur municipalité? Et on les recrute où? Parce que c'est du bénévolat ou de l'intérêt, c'est pas nécessairement évident de prendre quelqu'un de l'Université de Montréal pour un projet à Bécomo, mettons. Mais donc, c'est un peu ça le mode de fonctionnement derrière le rideau, mettons. Bon. Ben, pour choisir quelqu'un, je vais répondre tout de suite à ta dernière question. Ben, souvent, tu sais, on dit aux villes, ben là, c'est avec qui vous travaillez déjà. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être possiblement confiance en ces chercheurs-là. Mais on leur demande souvent de faire une cartographie des chercheurs présents sur leur territoire ou qui habitent leur territoire. OK? Pour voir si ça pourrait pas être des gens intéressants. Quelqu'un qui habite son territoire, un chercheur qui habite son territoire, on pense qu'il pourrait être enclin à donner de son temps à la ville. Il serait fier de ça, tout ça, des affaires du genre. Mais pour en venir à tout ce. Tu sais, la table des conseillers, des conseillères, conseillers scientifiques en chef municipaux est là pour mettre de l'ordre dans tout ça. OK. OK, c'est vraiment ça qu'on veut faire. On va se faire une belle base de données qui va être accessible évidemment à ceux qui sont à la table. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à se transmettre de l'information. Moi, j'enverrai pas tu sais, on est fort en gestion des eaux pluviales à Victoriaville. Là. J'ai envoyé de l'information à Julie Normandin à Longueuil parce que c'est son dossier prioritaire. Mais je ne l'enverrai pas comme ça à tout le monde tout le temps. Là. Tu sais, je vais mettre ça dans une base de données, dans la table pour que les autres conseillers puissent avoir accès à ces dossiers-là. Donc, ça va probablement commencer par des dossiers importants, là, avec des gros noms. Gestion des eaux pluviales, ça, c'est super important. À un moment donné, je sais qu'on va avoir probablement un dossier itinérant qui va apparaître à un moment donné. Puis les bons coups des villes, on va le mettre dans le dossier, comme ça va mieux se transférer d'une ville à l'autre. Fait que ça va commencer comme ça. Ça commence avec la table, on appelle ça une communauté de pratique. Ça devrait aider. Nicolas, tu peux en rajouter, je ne sais pas. Ouais, Nicolas, c'est peut-être. notre coordonnateur de la table, là, Mais peut-être je pourrais juste ouais, ajouter un vas-y. petit peu Ouais. ici aussi, là, puis je pense que c'était mentionné dans une des diapos, c'est que finalement, souvent le choix du ou de la conseillère scientifique, une personne ou sur un petit réseau comme par exemple à Gatineau, ben, c'est déjà des gens qui ont quand même de bons réseaux. Fait que c'est sûr qu'on commence avec des gens qui ont un bon réseau. C'est un peu la même chose pour moi aussi. Quand tu reçois une question puis tu connais absolument rien là-dessus, ben là, tu dis à qui je peux parler là? J'ai besoin d'un vétérinaire, ben j'appelle quelqu'un à l'école de médecine. De ce côté-là, je dirais que globalement, au Québec, on est relativement chanceux parce qu'on est ça reste une petite communauté. Et on se connaît quand même pas mal entre nous. Et après avoir dirigé, comme plusieurs d'entre vous, là, dirigé une structure, que ce soit un département ou un centre de recherche, ben, on connaît beaucoup de monde et ça nous permet de réseauter et on en découvre des nouveaux à chaque jour, chaque semaine, je dirais. Là. Mais c'est important d'avoir un réseau à la base qui est assez diversifié. Et là aussi, cette table-là, j'espère que ça va aider beaucoup de ce côté-là aussi. Rémi, je rebondirais sur ce que tu viens de dire pour dire que le risque, le RQM, on a parlé de Centro tout à l'heure, il y a des réseaux aussi Oui, de chercheurs et de partenaires sur le territoire dont les municipalités peuvent interpeller et nous, nos réseaux, en fin de compte, sont là pour redistribuer l'information et viser les bonnes personnes au moment opportun. Donc, tout à fait, il y a tout des à gens des fait. milieux, puis les FRQ ont mis ça en place au Québec, Oui, cette façon-là de travailler pour pas travailler en silo. Au contraire, depuis une quinzaine d'années, ben, depuis votre arrivée, on brise les silos
pour justement aller chercher des personnes qui sont les mieux outillées et qui peuvent aider au mieux répondre au mieux aux questions. Donc, c'est valable pour un certain nombre de partenaires, dont les municipalités ou les MRC, les regroupements. Oui, et peut-être c'est aussi, je ne sais pas si Philippe vous voudrait intervenir, mais certains aussi, lorsqu'on a créé le risque, bien sûr, ça prenait des experts comme Philippe, là. Mais ça prenait aussi des experts du côté plus santé mentale, psycho, sciences sociales, et ils ont inclus ça. Puis je me rappelle bien dès le départ, Philippe. C'est sûr que c'était pas une communauté qui connaissait, c'est pas deux communautés qui se connaissaient vraiment, mais ça a été une valeur ajoutée énorme pour le risque. Ouais, absolument. Ben, c'est un peu dans ce que disait Simon. On apprend à travailler ensemble. On apprend aussi à comprendre que les autres vont nous permettre aussi d'avancer dans notre propre discipline. Puis c'est ce que tu viens de dire aussi, Gwenaël. Jamais j'aurais pensé que les sciences sociales, n'est-ce pas, Nathalie, pouvaient avoir autant d'importance dans le domaine des inondations que le fait d'avoir à travailler avec eux. Et d'ailleurs, je vais avoir une question pour toi, Simon, Nicolas. Est-ce que justement, dans l'expérience que tu as, est-ce qu'il y a des besoins qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qu'on ne voyait pas il y a quelques années, notamment en termes de besoins au niveau municipal? Bon, évidemment, on entend beaucoup parler en ce moment d'itinérance et autres, avec tout à fait, de toute façon justifié, mais est-ce qu'il y a une évolution des besoins? Est-ce qu'il y a besoin justement de plus en plus de mélange d'experts, d'une approche un petit peu intersectorielle dans ce que tu Elle est vois? super bonne ta question parce que là, moi, là, tu sais, moi, je suis en sciences naturelles et génie. Puis, je faisais autrefois du développement de produits de technologie. Puis là, je me rends compte que il n'y a plus de défi technologique. Le défi est vraiment social. Tu as absolument besoin des sciences sociales et humaines pour avancer. C'est inévitable, là. Moi, je suis dans le monde des biocarburants. Puis, il n'y en a pas de biocarburants au Québec, mais c'est pas parce que la technologie n'est pas là. Parce qu'il faut que je demande à mes agriculteurs d'aller chercher des tiges de maïs là, au mois de novembre, puis il pleut, puis ça ne leur tente pas, puis ils veulent me vendre ça au même prix que du grain. Ils disent non, moi, je ne vends pas ça au même prix que du grain, tabarouette, ça, il faut que je transforme ça, ces tiges-là en éthanol, puis ça me coûte bien trop cher. Je vous le dis, là, c'est ça. C'est vraiment, je parle le constat, là, au fil des années, là, euh, tout ce qui est pratique sociale novatrice, tout ce qui est sciences humaines et sociales, c'est super important. Mais puis même la santé, sortons-la du secteur de la santé, puis amenons-la davantage vers nos affaires. Là. On parle de santé mentale, puis tout ça. Hey, même moi, moi, je travaille je suis un spécialiste de la biomasse, valorisation de la biomasse. Puis j'ai besoin, j'ai besoin d'experts en santé mentale dans certains cas, c'est fou. L'entrepreneuriat, oh boy. Hein, on en entend de plus en plus parler de ces temps-ci. Ben, c'est peut-être une solution à certains secteurs, ben, à certains problèmes, même des problèmes sociaux. Là, l'entrepreneuriat social, là, c'est basé sur des problèmes sociaux. Tu te fais de l'argent. En tout cas, peu importe, il y a quelque chose aussi là. Bref, c'est même plus technologique l'affaire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le Zoom? Je pense que dans le chat, on est passé. Oui, Elles pas ont mal à été jour dans pas le mal chat à web. jour. Oui. Peut-être j'ajouterais juste ici, et là aussi, là, si vous pensez que l'on peut aider de ce côté-là, vous avez sûrement des liens avec des experts dans vos universités ou vos collèges, là, en sciences sociales, sciences humaines, en économie même. N'hésitez pas, là, on peut peut-être essayer de trouver des meilleures façons. Vous connaissez peut-être aussi le réseau en économie circulaire qui a été créé il y a maintenant, je pense, 2, 3 ans, je pense, avec une direction qui est basée à l'ETS, mais il y a un volet sciences sociales, sciences humaines qui est très important, là. Ça a été développé à partir du Fonds de recherche société-culture, ce réseau-là, là. Donc d'intégrer le plus tôt possible dans les pratiques des expertises en sciences sociales, sciences humaines. Puis je sais qu'il y avait une question demandé dans le chat aussi, là, des experts plus de ce secteur-là, très important. Et des fois, les gens, je ne sais pas Simon ou Philippe, mais des fois, ces experts-là ont un peu, est-ce qu'ils ont peur, c'est peut-être pas le bon mot peur, mais un peu de réticence peut-être à dire, ah oui, on va les joindre à vous, vous allez nous manger tout rond. Fait que c'est s'assurer là, qu'on est des vrais partenaires, là, donc on co-construit ensemble. Que je retiens aussi de notre discussion aujourd'hui,
Donc, on a parlé des confiances, de la confiance qu'il fallait, du temps que ça prenait aussi pour mettre ces liens de confiance en place. Mais j'ai aussi entendu beaucoup, Simon, tu parles que t'as pas forcément, ça, c'est pas forcément ton domaine premier de recherche. Et là, je rappelle, je ne sais pas s'il y a encore des collègues, des membres du RQM en milieu marin. Souvent, en fin de compte, c'est aussi pour ça que j'avais l'envie de partager, puis d'inviter Simon et Nicolas et Rémi à nous parler de leur expérience, parce que dans le milieu marin, on est les pieds dans l'eau, puis on est peut-être, des fois, on peut se sentir un peu loin, sauf quand on parle en milieu côtier. Mais si je parle de désoxygénation des océans, ben ça peut être loin, ça peut sembler loin en fin de compte des communautés, mais on revient par le biais de l'économie, la pêcherie, le développement d'autres façons de faire qui reviennent finalement à la côte et aux communautés, et ces gens-là vivent sur nos territoires municipalisés. Donc, j'ai cette impression-là que même si certains de nos collègues, ou nous, des fois je m'inclus dedans, là, on ne sait pas trop comment faire, puis on se dit, oh là là, ce qu'on fait, c'est loin. Je comprends, Simon, que dans une de tes diapos, tu disais, ben, c'est d'avoir la démarche scientifique. On connaît cette démarche scientifique, d'avoir confiance dans l'apprentissage de notre démarche, puis d'avoir le réseau, parce qu'on ne le fait pas pour nous dans les valeurs que tu as citées, on le fait pour le bien commun aussi. Hein. Nos universités, surtout dans les pôles régionaux, sont là pour augmenter l'accès à la collectivité, le service à la collectivité. Donc, c'est un moyen aussi de connecter nos travaux qui peuvent être plus éloignés des côtes, éloignés du monde, finalement à une réalité terrain qui est utile à tous. Oui, excuse-moi, Gwen, on a oublié une question dans le chat qui vient d'être remise. Fait que je vais la poser, mais d'après moi, ça s'adresse à Simon. Vous avez mentionné que le service est offert bénévolement. Est-ce qu'il y a une limite à la capacité du support des universités? Comment en assurer la pérennité sans épuiser les RH qui ont aussi d'autres responsabilités? Puis c'est un peu une de tes préoccupations, Gwen, aussi. Ouais, ben, il faut mettre une limite, c'est sûr qu'il faut mettre une limite. Puis on n'est pas là pour épuiser tous nos services ici à l'université. Puis, mais quand même, tu sais, euh, quand on met les balises, tu sais, il y a des ententes. Tu écris une entente, puis c'est comme ça que tu mets les limites, là. Puis généralement, nous, les ententes qu'on a vues passer jusqu'à ce jour, tu n'as pas l'impression que le chercheur va être exploité ou que tous les services de l'université vont être mis à contribution. Là, c'est vraiment centré sur un individu, le chercheur qui est identifié comme le scientifique en chef. Puis, c'est ça. Puis du côté des universités, on ne sait pas encore quel genre de, de, de- d'aide qu'ils peuvent pas. Ça dépend, là, OK? Ben, Mais peut-être qu'un jour, ils vont nous donner un petit peu de dégagement. On ne le sait pas. Mais moi, mais, je ne l'ai pas exigé parce que, tu sais, ça fait longtemps que j'en fais du conseil scientifique. Moi, je suis un peu habitué à ça, OK? Mais quelqu'un qui est nouveau, puis qui a une ville, s'intéresse vraiment à la personne, ben, peut-être songer un petit peu, faire attention. Les jeunes profs, il faut quand même qu'ils développent leur carrière, là. Euh, mais c'est ça. On va voir comment ça va avancer. Comme dit Rémi, c'est quelque chose qui évolue. Vas-y, Nicolas, puis après ça, il y a je dirais que ben, j'ai vu, on travaille de près avec chaque université gère à sa façon aussi, mais quelques universités qui ont déjà inclus dans des ententes, là, c'est pas encore officialisé, mais du dégagement là, pour le chercheur, pour le scientifique. Là. Donc, Ouais. je pense que si ça peut faire boule de neige, c'est sûr que ça peut. Je sais que c'est la crainte de plusieurs de venir surcharger, mais tu sais, Simon l'a nommé aussi, peut-être que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, mais ce qui est important, je pense, c'est de pouvoir référer. Si on vient vers vous pour dire on a besoin de ci, on a besoin de ça, peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre, mais il existe des services de développement de partenariat au sein des universités. Je pense à celle de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke est assez exceptionnelle et très efficace. Il y avait d'ailleurs Benjamin Actil qui était présent, avec qui je travaille au quotidien et qui sont un outil incroyable là, pour pouvoir déployer le conseil scientifique auprès des villes parce que comme Simon nommé, nous on fait le lien, on fait le pont, mais après les ententes, c'est entre l'université la plupart du temps
et les municipalités, là. Puis chaque ville a fini par développer des ententes très différentes. Puis je vous annonce qu'il y a encore quelques municipalités qui vont apparaître là, dans les prochains mois. Puis à votre grande surprise, c'est un modèle différent de tous ceux qui ont déjà été exposés jusqu'à présent. Donc la créativité est au rendez-vous. Puis c'est quand même particulier aussi dans le monde municipal, ils veulent tout être innovants. Donc, il y a ça aussi, on leur présente des chemins faciles, mais on nous dit pas plus tard qu'avant hier, hey, on peut-tu prendre un chemin un peu plus innovant ou encore plus complexe là, pour qu'on se démarque. Donc, je pense que pourquoi pas, on est là aussi pour pouvoir explorer tous les chemins possibles. Philippe, tu avais la main levée. Il y avait une question, moi je vais aller rapidement parce que ça inclut Rémi et puis nous, les universités, puis notre ministère. Vous savez, dans nos conventions collectives, notamment les profs, on a 3 tâches: recherche, enseignement, service à la collectivité. Ce que tu viens de dire, Simon et Nicolas, c'est très important. Il va falloir qu'à un moment donné, ça se reflète aussi dans nos tâches parce qu'on est de plus en plus sollicité à tous les niveaux, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment une tâche, moi, qui m'apparaît absolument essentielle, de redonner aussi à la collectivité. Et il faut que, évidemment, notre ministère le reconnaisse dans nos tâches et aussi que les universités reçoivent du financement ou au moins du support pour le faire parce que les universités, puis je vais terminer là-dessus, puis peut-être Simon, Gwenel, les profs, vous voyez, on a besoin aussi que ce travail-là soit reconnu. Oui, on fait beaucoup de tâches bénévoles, n'est-ce pas, dans nos temps. Mais à un Je moment vois donné, Nathalie gauche aussi la voilà, tête. voilà. Ah, tout à fait. Peut-être là aussi où on va avoir besoin de votre aide, là, parce qu'on travaille depuis un certain temps sur qu'on appelle une définition de l'excellence. Et ça inclut, oui, bien sûr, certaines publications, là, mais pas juste ça. Et le genre de service à la collectivité, comment mieux le reconnaître. Et nous, on va commencer à l'intégrer dans certains, c'est déjà là, dans certains programmes, dans l'évaluation. Mais si c'est seulement nous qui le faisons, ça ne sert pas à grand-chose, entre guillemets. Donc, il faut vraiment qu'aussi au niveau des universités, oui, peut-être que l'université reçoive un certain appui financier pour ça, mais que vos collègues, que nos collègues autour de la table le reconnaissent aussi. Parce que des fois, c'est même pas la haute administration qui est le pire là-dedans, là, c'est ton collègue en biochimie qui dit ben, perds pas ton temps à faire ça, tu devrais faire plus de biochimie. Fait qu'on a ça aussi à changer, cette culture-là, et c'est pas évident, là. Mais on doit le faire tous ensemble. Puis des cas d'espèce, comme avec vous, là, ben, peut-être tous les gens qui ont participé ici, là, vraiment de dire oui, on peut faire ça, ça rend des services très concrets à la communauté, à la société civile. Donc, il faut trouver une façon de le valider, de le valoriser davantage, que ce soit en termes de petit ange dans le cahier comme on avait quand on était jeune, ou un chèque à la fin du mois, là, mais c'est certain qu'il faut changer la façon de faire de ce côté-là et c'est pas simple, mais on doit y aller. Mais je pense qu'il y a quand même des changements qui se font au sein de nos Oui, communautés, hein. On le oui, voit depuis une dizaine d'années quand même, avec l'émergence des réseaux ou oui. quand on parlait d'interdisciplinarité aussi, il y a 10 ans, ça me faisait grincer des dents. Au départ, on ne savait pas comment faire, on a appris à le faire. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va apprendre à intégrer ça. C'est sûr qu'il y en a qui apprennent plus lentement que d'autres, alors il faut être patient comme tout bon enseignant. D'ailleurs, on a une question là qui est faite à l'enseignement ou à la formation d'étudiants. Emeline, je ne sais pas si vous voulez, je vais vous poser je vais poser la question que vous avez écrite, mais n'hésitez pas à intervenir. Euh, Comment les étudiants finissants peuvent intégrer les comités scientifiques municipaux. Je pense que Simon, tu en as fait mention de plusieurs étudiants ou d'études en co-tutelle. D'ailleurs, j'ai aimé ton terme co-tutelle spirituelle. Je pense que je vais me l'approprier. Ouais, J'aime beaucoup ça, la co-tutelle spirituelle. C'est moins cher et c'est très bénéfique. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ben là, il y a le programme de scientifique en résidence, le Fonds de recherche du Québec, qui est une bonne façon, surtout pour les doctorants qui finissent puis rentrer dans l'appareil municipal, là, entre autres, quand les concours sont ouverts pour les villes. Les concours peuvent être ouverts aussi pour des bureaux du Québec au Maroc, des affaires du genre, là. Ça peut être intéressant. Sinon, ben, c'est une question de contact puis de réseau. Fait que comme moi, j'espère qu'il va. J'espère que la ville de Victoriaville va
une entreprise va recruter mes étudiants parce qu'un des véritables livrables dans tout ce que je fais avec Victo, là, c'est l'attraction des cerveaux. Je vous le dis, je me fais surveiller pour ça. À un moment donné, je l'ai dit, je l'ai formulé verbalement. J'ai dit, moi, là, je vous amène des cerveaux. Ben là, il faut que je les amène. Fait que c'est ça. Donc, c'est vraiment. Je mets en valeur mes étudiants pour que des entreprises locales à Victo, entre autres, Les amener, les retenir ouais, finalement. les Il y a de la retiennent. C'est ça. rétention aussi. C'est vraiment intéressant ce point de vue-là. Moi, je ne m'attendais pas à ce point de vue-là. Je trouvais ça vraiment chouette. Puis, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'étudiants en ligne aujourd'hui, mais je trouve que c'est très inspirant de voir qu'on peut faire autre chose aussi. On peut faire de la recherche autrement. Souvent, on est éduqué d'une certaine façon dans un carcan académique où c'est ça, où la définition de l'excellence évolue, mais quand on va dans d'autres pays ou qu'on est à l'international, on revient vite dans nos travers. Puis de voir qu'au Québec ou au Canada, on peut faire de la recherche qui peut servir autrement. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis j'espère que ça va en inspirer, que votre action, Nicolas puis Simon, et Rémi, les FRQ, ce que vous faites, vont inspirer la relève finalement à se lancer dans ce genre de carrière pour le bénéfice des municipalités. Puis bah, ça revient à nous finalement en tant que citoyens habitant dans une municipalité. Est-ce que il y a d'autres questions? Ah, Cynthia, je suis étudiante au doctorat. Merci Cynthia pour ton commentaire. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Non, Et c'est pas. je vois aussi, si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vois Julie est encore en ligne, là, Julie Desrouilles-Maire. Oui, Oui. bonjour. Je ne sais Bonjour. pas si Marie-Pierre était là aussi, Marie-Pierre Cossette. Marie-Pierre Mais était là deux tout à personnes l'heure. dans les équipes, là, vous pouvez contacter, que ce soit au niveau pour les étudiants, chercheurs, quoi que ce soit. On est là pour aider. Travaille étroitement avec l'équipe de Simon Barnabé, Ah vraiment oui. pour déployer ces scientifiques en chef et puis les scientifiques en résidence aussi. Là, c'est un programme qui, dans le milieu municipal, a beaucoup d'intérêt, mais il suscite aussi beaucoup d'intérêt dans les autres administrations publiques. Alors, n'hésitez pas à venir nous demander des informations. Non? Merci à tous et à toutes. Merci d'avoir passé votre heure du midi, votre lunch avec nous. Je remercie encore Rémi, Simon et Nicolas. Un spécial pour Nicolas. Nicolas a fait sa maîtrise ici à l'UQAM il y a plusieurs années sous ma codirection et on faisait de la biogéochimie dans la neige. Alors, comme quoi, on va vers beaucoup de... On évolue, puis on est capable, quand on a une bonne formation en sciences, avoir un esprit scientifique, finalement, on peut aller vers d'autres disciplines C'est et bien faire de dit, ça. l'interdisciplinarité. Et donc, c'était plus de toi, Gabriel, avec Nicolas, c'était plus que spirituel. Non, c'était pas... Ouais, c'était les deux pieds dans la neige. C'était avec des Ah, bulles, du sédum, en tout cas, des choses vraiment excitantes. Ben, c'est aussi très excitant aussi. super. Une autre Merci. vie pour Merci. Nicolas. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. Philippe aussi. Merci au risque de nous avoir accompagnés là-dedans parce que le RQM, on trouvait ça important de le faire avec vous. Tout à fait. Ben, c'est un plaisir toujours. Continuez votre beau travail aussi, Simon, Nicolas. Ce que vous faites est fondamental. Au cours des prochaines années, je pense que jamais on aura eu autant besoin justement de faire transférer non seulement les connaissances, faire remonter les savoirs aussi des besoins au niveau local. Il y a beaucoup de savoirs pratiques aussi. Je pensais tout à l'heure aux communautés autochtones aussi qui ont un savoir traditionnel qui devrait mériter en fait de remonter pour être capable non seulement de partager le besoin, mais aussi de partager ce développement à travers l'ensemble des régions du Québec. Rémi, merci beaucoup parce que on voyait dans le chat tout à l'heure, il y avait une personne du Maroc qui disait que le Québec est un petit peu pionnier dans le domaine. Même nos collègues français qui pourtant, dans certains domaines, parlent beaucoup, sont aussi à la recherche de peut-être d'un modèle québécois pour essayer de continuer à faire ce qui est fait. Je parlais tout à l'heure, Simon, de la vallée de Chamonix. Mais tout ça pour dire que faut être fier de ce qu'on fait et puis valoriser aussi les connaissances. Ça veut dire aussi être capable de partager sans a priori,
dans une équité, une diversité, une inclusion qui est fondamentale si on veut aller plus loin dans le développement des connaissances et le développement des milieux résilients. Voilà. Encore toujours un plaisir de travailler avec le RQM. Et, Merci beaucoup. Puis le RQM, toute l'équipe, ben, vous invite à notre congrès Avenir Maritime qui aura lieu à Trois-Rivières au mois de juin et où on a une session particulière qui suit cette discussion-là d'aujourd'hui finalement, qui va s'intituler Un aménagement durable du territoire, la recherche au service des communautés. Donc où on va s'intéresser, on a plusieurs panélistes qui travaillent avec les communautés côtières, des municipalités notamment, et qui vont venir discuter de comment, quel est leur travail au sein, comment ils échangent, c'est quoi la mobilisation, parler de mobilisation de connaissances, donc, et comment on travaille. Et puisque le RQM est lié à l'IFQM, hein, à l'Institut France-Québec Maritime, on aura une perspective internationale avec aussi des invités de la France, notamment un projet ANR-FRQ qui a été financé il y a quelques années en aménagement, en gestion des risques côtiers, où ils avaient développé une perspective France et une perspective Québec. Donc, vraiment, ils vont venir échanger avec nous sur comment est-ce qu'on fait en France, puis comment ça marche au Québec, avec le milieu municipal, les MRC notamment, dans notre belle région. C'est des choses qui ont lieu dans notre belle région du Québec maritime. Donc, merci à vous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Puis, je vous dis à bientôt alors. À bientôt tout le monde. Merci Puis tout le merci de monde. votre présence. Merci, au revoir. Merci. au Au revoir. revoir.